Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 1, épisode 5. Cette semaine, je vous emmène au cœur de l'Amérique du Sud, au Paraguay et plus précisément à Asunción, à l'occasion du Clásico Massanejo qui se déroule ce lundi à 23h et qui oppose Olimpia à Guarani. Alors lundi 23h, vous avouerez que niveau décalage horaire, il y a plus insurmontable que cela. Alors Clásico Massanejo, ça veut tout simplement dire le Clásico le plus vieux, car oui, ce Olimpia Guarani, c'est tout simplement le plus ancien de tous les Clásicos du Paraguay, et nous allons voir dans quelques instants, c'est même le tout plus ancien de tous les matchs disputés au Paraguay. Et donc, l'évoquer, c'est forcément remonter le fil de l'histoire du football au Paraguay. Alors on a de cesse de le répéter, le football a souvent posé ses pas, a souvent commencé à s'installer dans la plupart des pays d'Amérique du Sud grâce en grande partie à l'immigration européenne. Enfin, c'est ce qu'on pense parce qu'on va commencer d'entrée de partie par une petite digression. Si vous êtes des habitués de Lucarno Posé, vous avez sans doute déjà lu et vous savez donc qu'il y a un grand débat autour de la possibilité que le football ait été tout simplement inventé par les Paraguayens. Je vous rappelle donc, on en a déjà parlé dans un article, mais donc en juin 1910, l'Osservatore Romano, le quotidien publié par le Vatican, avait justement publié un article au nom assez clair, Cuando los Guarani inventaron el fútbol, donc quand les Guarani ont inventèrent le football, je pense qu'on peut difficilement être plus clair, dans lequel se trouvait un témoignage qui datait du XVIIIe siècle, un témoignage d'un jésuite catalan nommé José Manuel Peremas, qui disait clairement, qui décrivait un jeu dans lequel il décrivait les Indiens paraguayens utilisant une balle pour jouer, une balle de caoutchouc, qui est si légère et rapide qu'une fois que vous la frappez, elle rebondit sans s'arrêter, entraînée par son propre poids. Et il précisait, ils ne la lancent pas avec leurs mains comme nous le faisons, mais avec la partie supérieure de leurs pieds nus, en se la passant et en la réceptionnant avec agilité et précision. Vous remarquerez que quand même il nous décrit un petit peu ce qui ressemble à du football. Et plus récemment, parce que c'est une vraie affaire au Paraguay, plus récemment un court-métrage avait été directement produit par le Secretariat Nacional de la Cultura du Paraguay, donc voilà, le Secrétariat National de la Culture, enfin le ministère de la Culture paraguayen, et qui portait un titre encore plus évocateur et encore plus clair, Los Guaranis inventaron el fútbol, voilà, au moins ça c'est carré, les Guaranis ont inventé le football, dans lequel on nous explique avec plusieurs témoignages et avec un spécialiste notamment de la langue guarani, la langue ancestrale au Paraguay, qui nous explique que dès 1639, dans le premier dictionnaire de la langue guarani, se trouve un terme, le manga Nembo Sarai, qui décrit tout simplement un jeu pratiqué par les Indiens de San Ignacio Guazú, la première mission jésuite installée au Paraguay, qui est juste tout simplement une sorte de taureau. Les deux équipes s'affrontaient et le but du jeu c'était de se faire des passes jusqu'à épuisement de l'adversaire. Donc en gros, une sorte d'ancêtre du football. Alors on sait que le débat sur qui a inventé le football est un petit peu sans réponse, un peu comme l'œuf ou la poule. Mais il n'empêche que, voilà, on parle de l'immigration européenne. Au Paraguay, il y a peut-être déjà des bases qui étaient posées dès le XVIIe siècle, ou même voire avant. Mais bref, on s'est égaré, on va vite revenir dans le sujet, et on va donc parler de ce football, de cette histoire récente du football, et donc puisque l'on parle d'Olimpia, on va avec ce club-là évidemment parler de l'histoire du football paraguayen. Car donc comme je disais, dans bien des pays du continent, d'Amérique du Sud notamment, le football a été importé par les Britanniques. Au Paraguay, c'est un tout petit peu différent, puisque le sport roi a été importé par un homme venu des Pays-Bas. Friedrich Wilhelm Patz Antelmann, qu'on appelle d'ailleurs plus simplement, et ça nous arrange un petit peu, on va dire William Patz, n'a que 18 ans quand il arrive à Asunción avec sa famille en provenance de Rotterdam. Alors comme Alexander Watson Hutton, qui lui a mis en place et a organisé le football en Argentine, la famille de William Patz avait décidé d'émigrer vers l'Amérique du Sud parce qu'elle cherchait un pays où le climat était plus propice pour faire face aux soucis respiratoires de l'enfant. Enfin, de l'enfant de 18 ans. Et donc, ils ont fait un premier passage à Buenos Aires et ils se sont ensuite installés à Asunción où William Patz va devenir éducateur sportif à l'Escuela Normal de Maestros. Et la légende veut que c'est notamment lors d'un voyage à Buenos Aires que William Patz va acheter un ballon et qu'il va ramener ce ballon au Paraguay et ainsi y faire se disputer les premières rencontres. Et il y a d'autres versions. Il y a des versions qui évoquent
la présence d'ouvriers anglais des chemins de fer tient donc, comme d'habitude, comme étant les premiers à taper dans un ballon au Paraguay, mais il n'en reste pas moins que, à l'image de Watson Hutton en Argentine, Pats est vraiment celui qui va organiser le football local au Paraguay. Car c'est lui qui, en 1902, fonde le premier club de football paraguayen qu'il nomme Olimpia, tout simplement en hommage à Olympie, le berceau des Jeux antiques. Alors le club prend des couleurs noires et blanches, et le maillot porte une bande, une franja noire, qui est tout simplement un hommage à une tasse. Il est un petit peu romantique, notre ami William Pats, à une tasse qu'avait sa maman dans son service. Bref, 4 ans après la création du club, Olimpia fait partie des fondateurs de la Liga Paraguaya de Football, qui va devenir Associación Paraguaya de Football en 98, et qui, elle, organise depuis toujours le championnat local. Le premier championnat mettra donc aux prises 6 équipes, auxquelles donc participeront Olimpia et Guarani sera le premier champion, mais on va y revenir. Le football est donc organisé par William Pats. Le Paraguay va se doter d'une sélection au début des années 10, et donc la grande histoire du football paraguayen commence sous l'impulsion d'Olimpia, et donc de Pats et d'Olimpia. Évidemment, il ne s'en doute pas encore, mais William Pats vient de créer tout simplement un géant, et ce, non seulement à l'échelle du Paraguay, mais aussi et surtout à l'échelle de l'Amérique du Sud. En atteste son palmarès en 116 ans d'histoire. On va le rappeler, il est simple, 40 titres nationaux, 3 Copa Libertadores, dont 7 finales disputées quand même, une Coupe intercontinentale, 2 Recopa Sudamericana et une Copa Interamericana. Alors pour faire court, le club est considéré comme le 5e au classement général du XXe siècle sur le continent. Il est devant Boca, par exemple, dans ce classement. Et si on se pose uniquement sur la table historique de la Copa Libertadores, il est aussi 5e. Il n'est précédé que par les 2 géants uruguayens, Nacional et Peñarol, et les 2 géants argentins, River et Boca. Alors bon, vous vous doutez bien qu'on parle d'un monstre absolu à l'échelle continentale. Les grands moments dans l'histoire ne manquent pas. Et si on devait s'y attarder sur chaque grand moment, on risquerait d'y passer la journée. Et je ne suis pas convaincu que vous ayez envie de passer la journée à écouter cette affiche de la semaine. Mais quand même, quelques points, quelques éléments, quelques faits marquants de l'histoire d'Olimpia. Premier titre amateur en 1912. Oui, ça a pris quand même un petit peu de temps. On rappelle que le premier championnat, c'est 1906. Premier tricampeonato en 27, 28 et 29, le premier de l'histoire, tout simplement. Premier pentacampeonato, 5 titres, au milieu des années 50, sous la présidence de Manuel Ferreira, qui va donner son nom au stade du club. Le stade qui est inauguré, pour la petite anecdote, en 1965, et inauguré par qui, devinez? Par le Santos de Pelé, excusez du peu. Et surtout, encore plus fort, premier et seul hexacampeonato, donc 6 titres consécutifs entre 1978 et 1983. Vous imaginez que personne d'autre n'a réussi à faire ça au pays. Et puisqu'on est sur cette période, on va justement s'y attarder. Et plus précisément en évoquant l'année 1979, qui est un véritable tournant pour Olimpia d'une part, mais aussi pour le football paraguayen. À la fin des années 70, il faut dire les choses très clairement, le Paraguay n'est pas encore considéré comme un pays majeur sur le continent. On peut même se demander s'il est encore aujourd'hui considéré comme un pays majeur, alors qu'il est souvent bien placé, ne serait-ce qu'à l'échelle des clubs, mais ceci est un autre débat. Et tout cela, à l'époque, s'il n'est pas considéré du tout, c'est parce qu'il n'y a aucun résultat. Alors, la sélection, elle est parvenue à décrocher un campeonato sudamericano au tout début des années 50, mais alors les clubs Guarani sont totalement absents du palmarès continental. Pour preuve, en fait, en près de 20 ans d'existence de la Copa Libertadores, il n'y a que les Argentins, 12 titres, les Uruguayens, 4 titres, et les Brésiliens, 3 titres, qui se sont taillés la part du gâteau. Donc vous voyez, c'est réglé, il n'y a absolument aucune place pour personne d'autre. Et pourtant, en 1978, Osvaldo Dominguez Dib prend la présidence du club d'Olimpia, et il va faire un choix fort, et un choix qui va être plus que payant. Il va attirer sur le banc de touche du Decano, le Decano pour le doyen, si vous ne le saviez pas, c'est le surnom du club, l'un des surnoms du club. Il va attirer donc Luis Cubilla. Alors Luis Cubilla, c'est un ancien joueur de Peñarol,
surnommé El Negro, il avait été du groupe Carbonero qui avait battu justement Olimpia lors de la première finale de la Libertadores 19 ans plus tôt. Car oui, Olimpia était là pour la première finale de la Libertadores. Cubillas, après une carrière qui l'avait conduit au FC Barcelone, au Defensor, en passant par River ou par le Nacional, avec qui il va remporter une 3e Libertadores, cet ancien attaquant avait débuté sa carrière d'entraîneur. Et au moment de sa présentation au groupe, le jour de son premier entraînement, il annonce clairement à ses joueurs que l'objectif est tout simplement d'aller chercher la Libertadores. Alors le club fait une préparation en Uruguay et il se lance à l'assaut de la compétition donc après laquelle il court depuis près de 19 ans et donc sa première finale. Et il s'appuie pour ça sur le groupe qui a été champion en 78 et qui est peu modifié. Alors au premier tour, ça va être assez simple pour Olimpia, il rencontre un adversaire local, un compatriote, Sol de América, et 2 Boliviens, Bolivar et Jorge Wisterman. Il n'y aura qu'une seule défaite, une défaite face à Bolivar en Bolivie, lors de la 3e journée du groupe, mais pour le reste, c'est 5 victoires, hop, emballé, c'est pesé. Olimpia se qualifie tranquillement pour le second tour qui sont des sortes de demi-finales, où on en a déjà évoqué les semaines lors de nos précédentes affiches, qui sont donc des sortes de demi-finales. Encore une phase de groupe, et cette fois-ci, il y a un petit peu plus fort, puisque Olimpia se retrouve face au champion du Brésil, Guarani, rien à voir donc avec le Guarani du Paraguay, et un champion chilien, le Palestino, de la légende Elias Figueroa. Et là encore, le Decano s'en sort sans trop de dommages, puisqu'il termine invaincu, et il se retrouve donc qualifié tranquillement pour la finale, sa première depuis 19 ans. Et donc, on commence à voir que les paroles de Cubillas prennent une dimension quasi prophétique. Bon, le souci, c'est qu'en finale, l'adversaire, c'est tout simplement Boca. Et Boca, c'est le tenant du titre, le double tenant du titre à l'époque. Donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est déjà une sacrée affiche. Et pourtant, et ils n'ont pas la faveur des pronostics, Olimpia. Et pourtant, le 22 juillet, à Asunción, un but d'Osvaldo Aquino et un autre de l'Uruguayen Miguel Ángel Piazza permettent aux champions du Paraguay de prendre une avance de 2 buts qui finalement, à ce moment-là, n'affolent pas véritablement des Xeneices qui se disent on a de la marge, on va les couler à la Bombonera. Ouais, et bien pas vraiment, parce qu'au retour, Boca va buter sur Ever Almeida, qui est tout simplement infranchissable. Boca va terminer à 9, Ruben Suñé et El Chino Benítez vont être exclus, et Boca n'arrivera pas à faire son retard. Olimpia décroche alors la toute première Libertadores de l'histoire du football paraguayen. Il en remportera depuis 2 autres, en 90 et en 2002. Il va bien évidemment continuer à briller sur le plan national et continental. Et je rappelle par exemple, parce qu'on a l'impression de parler d'histoire ancienne, je rappelle qu'Olimpia, la dernière finale de Libertadores d'Olimpia, c'est 2013. Donc ça remonte à 5 ans, tout simplement, à la fin de l'année, en juillet, ils fêteront les 5 ans de cette finale. Donc Olimpia est toujours fortement présent sur l'échelle continentale, et ces victoires en Libertadores, ce sont les seules victoires paraguayennes dans l'histoire de la compétition. Donc vous voyez, Olimpia a un vrai impact dans l'histoire du football paraguayen, un impact qui va forcément même jusqu'à Guarani. Parce que le lien entre les 2 clubs est extrêmement profond, extrêmement ancien, puisque on peut dire les choses très simplement, l'un est le papa de l'autre. Le 25 juillet 1902, le club d'Olimpia est créé, on l'a dit. L'année suivante, des jeunes socios d'Olimpia veulent jouer, et veulent aller jouer sur le terrain de leur club, et ils demandent un ballon pour s'entraîner. Sauf que le contremaître chargé de gérer tout cela leur oppose un refus ferme. Alors que vont-ils faire ces jeunes sociaux ? Ils vont tout simplement voler un ballon pour aller jouer, mais ils vont devoir s'enfuir du terrain parce que William Paz, le président et le fondateur, a envoyé la police pour les virer. Alors ils en ont un petit peu marre, ces jeunes sociaux, de devoir jongler entre, non pas seulement avec des ballons, mais aussi avec les forces de l'ordre, et ils vont donc faire quoi ? Ils vont décider d'aller créer tout simplement leur club, un nouveau club, le 2e de l'histoire du Paraguay, qu'ils vont appeler Guarani. Nous sommes le 12 octobre 1903 lorsque ce club voit le jour. Il est nommé ainsi pour rendre évidemment hommage aux ancêtres, et il va adopter des couleurs jaune rayées de noir pour 2 raisons. Un hommage à Francis Drake et un autre, très appuyé, à Peñarol,
dont les frères Méliane, qui sont parmi les fondateurs de Guarani, furent d'anciens joueurs. Alors évidemment, côté palmarès, Guarani est bien inférieur à son père Olimpia, mais quand même. Guarani est le premier champion de l'histoire du football paraguayen. On l'a dit, Olimpia, premier titre en 1912. Et bien Guarani fait 1906 et 1907. Comme Olimpia, jamais Guarani n'a quitté la première division et l'élite paraguayenne. La seule différence entre les deux, c'est que Guarani a été forfait une seule saison en 1912 suite à une épidémie qui a touché toute l'équipe et l'a privé de participer à ce championnat-là, mais jamais le club n'est descendu de l'élite paraguayenne. Et il pointe tout simplement au 4e rang national avec 11 titres de champion, ce qui est quand même pas si mal, puisqu'il est donc derrière Olimpia, le Cerro, Libertad. Il arrive, et le dernier titre pour Guarani, c'est le Clausura 2016, donc vous voyez, c'est aussi très récent. Alors évidemment, sur le plan continental, mais ça on peut l'étendre à tous les clubs paraguayens autres qu'Olimpia, Guarani n'a pas laissé une empreinte aussi forte que le Decano, mais tout le monde, personne surtout, n'a oublié l'incroyable parcours de la bande à Fernando Rubero lors de la Libertadores 2015, où Guarani sera éliminé en demi-finale par River Plate, le futur vainqueur. Alors, si Olimpia a évidemment brillé sur le plan continental, je le répète, là c'est le seul club paraguayen titré, Guarani s'est aussi distingué par des matchs internationaux et en a fait une fierté, puisque Guarani est le premier club paraguayen à affronter une sélection étrangère, une équipe étrangère venue d'Angleterre en 1906. Et pour la petite anecdote, cette équipe anglaise qui va faire une tournée en Uruguay, en Brésil, en Argentine, va gagner tous ses matchs, sauf un, celui face à Guarani. Et Guarani est aussi, en 1968, en plein moment où le club vit sa vraie première grande période dorée à l'échelle du football professionnel, puisque le club est champion en 64 et en 67 et il termine second en 65 et 66. Guarani, donc, en 1968, est le premier club paraguayen à aller faire une tournée en Europe, qui va l'emmener en Allemagne, en Espagne et au Portugal. Donc vous l'avez compris, si Guarani n'est pas un monstre, n'est pas le monstre en termes de palmarès national et continental que peut être son père, il est quand même un vrai fils prodigue qui continue et qui joue toujours les premiers rôles au pays et donc forcément donne à ce Clásico Massanejo un savoureux mélange d'histoire du football paraguayen, d'histoire de rivalité entre deux clubs et aussi et surtout d'importance sportive à l'échelle d'un championnat chaque saison, donc ce savoureux mélange d'histoire et de sportif que l'on aime tant et qui donne des dimensions toujours supérieures à ce genre de match. Alors juste pour l'histoire, le tout premier Classico, pour vous montrer l'importance historique de la chose, le tout premier Classico qui oppose Olimpia et Guarani remonte à 1906 et c'est juste, tout simplement, le tout premier match de l'histoire du championnat du football paraguayen. Donc vous voyez, on continue de garder cette dimension-là. Pour la petite anecdote, l'Aborigène, qui est l'un des surnoms de Guarani, terminera donc champion invaincu cette année-là, devant celui qui l'avait engendré. Alors voilà, le Classico Massanejo a vu donc le jour cette année de 1906. Il oppose les deux équipes qui ont disputé le plus grand nombre de saisons de Primera Division. Je le rappelle, donc Olimpia les a toutes jouées. Guarani n'en a juste pas joué qu'une seule à cause de cette fameuse épidémie dont je parlais plus tôt. Et il faudra juste une autre rivalité sportive et plus sociale pour le coup entre Olimpia et le Cerro Porteño, et on en reparlera forcément un jour, pour empêcher ce Classico, le Classico Massanejo, de rester le plus grand Classico du pays. Alors donc, vous avez rendez-vous ce lundi à 23h pour le 293e Classico Massanejo de l'histoire. Vous avez compris, un vrai Classico historique, un vrai moment d'histoire avec un grand H de l'histoire du football paraguayen. Et si on doit faire un petit bilan statistique, sachez qu'Olimpia mène 135 victoires à 83, mais que Guarani a remporté 2 des 4 derniers qui ont été disputés en 2017. C'est justement sur une dernière victoire de Guarani, puisque c'était le tout dernier disputé en fin d'année dernière, que l'on va se quitter. Victoire 3-0 de Guarani lors du dernier Classico. Je vous laisse donc avec les 3 buts marqués ce jour-là en VO,
Abrazo a todos et à la semaine prochaine. Rodolfo Gamarra, se va Cabral, se mete Neri Vareiro, espera Urán, va al centro, arriba, Memo cabeció. ¡Gol! Luis Cabral. El centro con comba de Rolfi Gamarra. Saltaron Beltrán y Cabral. Apareció el experimentado zaguero central para elevarse, para conectar esa pelota que se mete en la portería de Barreto. Se mete Beltrán, se mete Neri, golpe de cabeza, Barreto. ¡Gol! El córner sobre el primer caño, anticipa Vareiro y cabecea esa pelota. Cuando la encuentra Barreto ya está adentro. Guaraní, señores, amplía la diferencia. Ataca Rodrigo Bogarín, va Bogarín, sigue Bogarín, espera Pitoni, va Bogarín, le pegó. ¡Gol! El contragolpe letal. Bogarín tenía opciones de pase, pero se tenía mucha fe porque tiene una derecha privilegiada, porque tiene un remate fabuloso. Recuperó la pelota Rodrigo Bogarín tras el quite defectuoso de César Benítez y vence a Barreto.